Bonsoir tout le monde, ce soir je vais vous parler de la série The Sandman parce que c'est une série qui m'a bouleversé personnellement de par la qualité de son contenu philosophique et c'est d'ailleurs ça que je vais essayer de transmettre aujourd'hui. Je vais essayer de surligner les meilleurs moments de la série et de les décrire. Donc évidemment je vais spoiler. Pour le cadre artistique je laisse d'autres personnes en parler, elles le feront beaucoup mieux que moi. Moi je vais vraiment me concentrer sur l'écriture et sur les messages philosophiques qui sont transmis parce qu'il y a de réelles hypothèses quant à la description de notre réalité dans cette série, même si elle paraît très fantaisiste à première vue et quand on la regarde au premier degré. Donc c'est ça que je vais essayer de faire ici, surligner les meilleurs moments. Alors, comme je dis, pour ne pas spoiler, si vous voulez regarder la série, coupez la vidéo, allez regarder la série, puis venez regarder. Pour les gens qui s'en fichent, bah, simplement, vous pouvez rester pour écouter le message philosophique. Voilà. Donc pour moi, c'est l'épisode 4 où il y a le plus de densité d'informations, et je vais y venir après. D'abord, je vais faire une introduction pour expliquer ce que veut dire The Sandman. Alors The Sandman, c'est-à-dire le marchand de sable. C'est le nom moderne qu'on a donné à Morphée. Morphée vient de la mythologie grecque, c'est le fils d'Hypnos, le sommeil, qui a donné Hypnose, et de Nyx, la nuit. Et Morphée, lui, c'est le dieu des rêves et des cauchemars. Et il est de genre masculin, on confond souvent parce qu'en fait on dit s'endormir dans les bras de Morphée, et on imagine toujours inconsciemment qu'un enfant s'endort dans les bras de sa maman. Et voilà, on n'imagine pas ça avec le père, c'est plutôt le visage de la mère qui vient, donc on a cru que Morphée était de genre féminin, mais en fait il est de genre masculin. Ça a aussi donné Morpheus dans Matrix, parce que Morpheus c'est le personnage qui va proposer à Neo de faire un choix entre rester endormi ou se réveiller. Donc là encore une fois on est dans le pouvoir des rêves et des cauchemars. Et voilà, donc ici par simplicité je vais le surnommer Sandman, parce que Morpheus c'est déjà utilisé dans Matrix, c'est pour pas créer de confusion, je vais dire Sandman. Voilà, donc c'est parti. Je vais en grande majorité décrire l'épisode 4 et je vais parler aussi des autres épisodes parce que pour moi il y a des messages philosophiques très importants dans d'autres épisodes. Donc voilà, c'est parti. Alors l'épisode 4 c'est donc je spoil hein. Si vous voulez pas que je spoil, coupez maintenant. L'épisode 4 c'est Sandman qui doit se rendre en enfer parce que dans les autres épisodes précédents il a perdu ses outils et il a besoin de ses outils pour bien gérer son royaume. Et là, il les a perdus. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, expliquer tout ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, ça serait trop long. Simplement, il doit aller rechercher son masque ou son casque, peu importe, en enfer. Et donc voilà, il doit rencontrer Lucifer parce que c'est un des démons qu'il y a en enfer qui possède son masque, qui s'est arrangé pour l'obtenir. Et quand il se rend là-bas, il rencontre Lucifer et en fait elle lui pose un premier piège, et ça c'est pas perçu de premier abord. Il faut bien se concentrer pour comprendre que Lucifer pose des pièges dans cette interaction, et même s'ils sont subtils. Par exemple, le premier piège, c'est que elle fait venir tous les démons, enfin en tout cas les seigneurs de l'enfer, juste devant son palais, et elle a un balcon, donc elle les voit tous comme ça, et en fait elle dit, elle fait semblant qu'elle rend service à Sandman en faisant ça, parce que grâce à ça il va pouvoir retrouver son casque. Mais là on voit bien le côté moqueur de Lucifer, parce qu'elle sait très bien qu'avec le nombre de démons qui est en face, il pourra jamais voir où se situe le démon qui a son casque. Et Sandman, dans les épisodes précédents, a déjà récupéré un de ses outils, c'est le sable. Et grâce au sable, il arrive à localiser le démon. Parce que Lucifer lui dit, regarde si tu veux, regarde après ton casque. Et c'est moqueur en fait quand elle dit ça. Et donc il utilise son sable, il trouve le démon est téléporté dans le palais. Effectivement, il a son casque ou son masque, peu importe. Et
il veut pas le rendre parce qu'en fait il dit moi je l'ai obtenu selon les règles de l'enfer, donc il est à moi, je ne le rends pas. Il dit Sandman, si tu veux ton masque, il faut combattre. Voilà, il dit pas ça comme ça, mais voilà, je vais pas faire les dialogues parfaitement. Si vous voulez voir parfaitement, il suffit d'aller regarder. La série est sur Netflix, mais je vais prendre les idées essentielles. C'est ça qui compte pour moi dans le message philosophique toujours. C'est pas la forme des mots, c'est l'essence qu'il y a dedans. Et donc il veut pas. Il lui dit si tu veux ton masque, il va falloir te battre. Et alors Sandman il accepte. Il dit bah d'accord, je suis prêt à me battre pour récupérer mon masque. Et là Lucifer pose un deuxième piège qui paraît encore inaperçu. Elle dit Sandman qui choisit, enfin elle dit Morpheus, mais bon moi je vais dire Sandman. Sandman, qui choisis-tu pour te représenter? Et alors il dit bah moi-même, je vais combattre moi-même pour récupérer mon masque. Et d'accord. Et puis après elle dit au démon, qui choisis-tu pour te représenter? Et lui il dit je choisis vous, ma reine. Et là nous on est surpris en tant que téléspectateurs parce que on se dit aïe aïe aïe. Sandman va devoir affronter Lucifer en personne. Donc ça craint pour lui quoi. Et même lui, on le voit dans la série, il est pas très bien avec ça. Et donc ils vont s'affronter et c'est ça qui est très intéressant, c'est l'affrontement entre Lucifer et Sandman. Alors le début est moins intéressant que ce qui vient après parce que ça monte crescendo en fait. Donc ça commence doucement et puis ça va augmenter en intensité. Donc c'est Lucifer qui commence, encore un troisième piège, elle commence pour pouvoir gagner, elle dit selon les règles de l'enfer, c'est celui qui est choisi extérieurement qui commence, quelque chose comme ça, enfin, je sais plus quelle excuse elle trouve, mais c'est elle qui commence. Donc elle dit je suis un loup prédateur, et voilà, puis après, en fait ce qu'ils vont faire dans ce combat-là, c'est qu'ils vont se combattre par leur imagination respective. Lucifer va combattre avec son imagination, et Sandman aussi. Et en fait, il va y avoir un genre de porosité entre le rêve et le réel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont dans le palais de Lucifer en enfer, mais ils vont ressentir les coups portés dans ce combat imaginaire, si vous voulez. Donc là, Lucifer, elle dit « Je suis un loup prédateur ». Sandman, il dit « Je suis un chasseur de loups, cavalier ». Et c'est un archer aussi. Et donc l'archer de Sandman tire une flèche dans le loup. Et là Lucifer elle est blessée, c'est ça que je dis. Donc là c'est dans l'imaginaire que le cavalier combat le loup, mais là Lucifer est blessé sur place dans le palais. Et c'est là qu'on comprend ça en fait. Et donc Lucifer elle réplique, elle dit qu'elle est un serpent effrayeur de chevaux. Le serpent mord le cheval. Et là on voit Sandman qui est empoisonné par le venin. Mais ce sont des infinis, donc ils se récupèrent quand même. Et après, lui il choisit un oiseau, et l'oiseau attaque le serpent, et là Lucifer est griffé dans son visage. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment très intéressant pour moi au niveau philosophique, parce que c'est là que Lucifer passe, augmente le niveau, et on passe vraiment là dans l'immensité de la création. Elle dit « Je suis un microbe de boucher, destructeur de corps chauds ». Donc là, on entre dans le microcosme qui n'est pas perceptible au premier abord. C'est ça qui est intéressant aussi. Et l'oiseau se fait attaquer voilà, par le virus et lui-même aussi. Donc là, il est vraiment mal en point. Et pour combattre ça, il dit « Je suis... une planète cultivatrice de vie, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, fertile ou je sais pas quoi, mais enfin c'est pas ça qu'il dit, mais l'idée qu'il faut retenir philosophiquement quand il dit ça, c'est que pour combattre le virus, il y a le côté transmissif et reproductif de ce qui est cultivé et qui permet de repousser le destructif. Donc en créant quelque chose de plus grand comme ça qui s'inspire de lui-même, voilà, il peut repousser ce virus. Alors ensuite, Lucifer, elle n'a pas fini, donc elle dit « Je suis une nova, un volcan inarrêtable, incinératrice de planètes ».
Et là, on voit, un peu comme ici, le décor dans lequel il est, c'est ça, et on voit un astéroïde qui descend, quoi, et qui va tout péter, quoi, parce que, voilà, il vient s'exploser sur la planète, et il incinère tout, effectivement, dont lui. Donc là, il est cramé au 3e degré, il est mis au sol, et il est vraiment très très mal en point. Et il lui reste assez de souffle pour dire je suis l'univers, étreinte de toute chose, respectueuse de toute vie, euh, respectueux de toute vie. Et là, on voit, c'est des images magnifiques hein, au niveau des effets spéciaux. J'avais vu une critique qui disait que les effets spéciaux étaient pas très bons. Moi, je trouve qu'ils sont super beaux en vrai. Enfin, chacun son avis, mais personnellement, j'ai trouvé que ce recul où on voit tout l'univers avec les différentes nuances de couleurs des nébuleuses, c'est magnifique. Avec la musique aussi, l'ambiance qui va bien avec. Et donc on voit ça. Et là, c'est vraiment le point le plus intéressant. Là, on est vraiment là, on est au centre. Là on met le point sur le centre. C'est quand Lucifer réplique par rapport à ça. Elle dit, je suis l'anti-vie, anti-life en anglais. Elle dit, je suis l'anti-vie. Et là, super bien fait aussi parce qu'on est bien en recul. On voit une genre d'implosion. Parce que l'explosion, ça fait ça, un peu comme le Big Bang. Et là, c'est une implosion. C'est-à-dire, on voit genre comme ça fait le même effet qu'une explosion, mais ça devient de plus en plus petit. Et on voit les étoiles qui deviennent de plus en plus petites comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et juste un peu de vapeur, et même la vapeur s'en va, et on voit un écran tout noir. Voilà, ça c'est la scène qu'on voit, et je trouve superbe quand elle dit ça. Ouais, Lucifer est représenté par une femme dans la série, c'est une blonde avec des cheveux un peu crôlés, qui joue superbement le rôle d'ailleurs. Et donc elle dit, je suis l'anti-vie, la bête du jugement dernier, l'obscurité à la fin de toute chose. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, l'un et l'autre sont touchés par les coups portés par l'autre. Et là, elle a vraiment pas du tout retenu ses coups dans les derniers instants. Elle a frappé de toutes ses forces. Et lui, en fait, tout ce qu'il faisait, c'était une sorte de légitime défense, parce que lui, il lui portait pas un coup sur la faille, il faisait que réanimer, si vous voulez. Et elle a compris ça, et là, pour le coup, elle est moqueuse, et elle fait genre, essaye de te réanimer avec l'antivie. Tu vois, donc, et là, c'est ce qu'on voit, en fait, on voit la caméra qui sort de l'œil de Sandman, ce qui est un message subliminal pour dire que nous avons l'univers à l'intérieur de nous, et qu'on peut être concerné par l'antivie, c'est-à-dire qu'on peut se sentir mort, à l'intérieur de soi. Et effectivement, on le montre ainsi parce que il est tout pâle, comme si le sang ne circulait plus en lui, et il a les yeux tout noirs. Le noir prend toute la superficie de l'œil, et il est vraiment mal en point. Il est comme ça par terre à l'agonie. Et si vous voulez, son ami le corbeau, qui est un ancien humain, vient essayer de lui remonter le moral, entre guillemets, parce que Lucifer dit alors que choisis-tu, Seigneur des rêves? Parce qu'elle voit qu'il est tellement mal en point qu'il ne saurait pas jouer. Et justement, elle le dit au corbeau, je crois qu'il ne peut plus jouer. Et le corbeau, bah alors, il dit à Sandman, il dit vous savez ce qui peut battre l'antivie? Il dit vous, il dit les rêves ne meurent jamais. Il dit et je crois que vous ne laisseriez pas votre ami laissé seul en enfer avec Lucifer. Et en fait, quand il dit ça, on voit Morphée toujours à l'agonie, et il dit je. Et puis il dit suis. Et puis là, c'est vraiment la scène la plus magnifique de la série. Et l'acteur joue très bien l'émotion. C'est magnifique. Il dit je suis l'espoir. Mais il joue très bien l'émotion. C'est-à-dire que sur son visage, la grimace, malgré le fait qu'il soit très mal, c'est-à-dire très pâle, les yeux tout noirs, il fait une grimace d'espoir et il dit l'espoir. Et là, en fait, il se relève et il reprend des couleurs, des forces, et même l'environnement qui était devenu ténébreux et noir dans le palais de Lucifer reprend. Enfin, il y a la lumière qui passe au travers des fenêtres, donc c'est comme une renaissance. C'est ça le message qui est passé à travers cette scène, autant au niveau du décor que du personnage et que de la musique. La musique est très importante dans les films aussi, dans les séries, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la musique.
parce que la musique, elle joue sur notre inconscient, sur notre appréciation inconsciente. C'est pour ça que on sous-estime souvent les musiciens, parce que ils nous travaillent dans l'invisible un peu. Voilà, mais c'est magnifique. Alors, il dit l'espoir, et là, Lucifer, son visage s'effondre. Elle était moqueuse, elle se dit il est foutu et tout ça, donc elle se moquait de lui. Et là, son visage s'effondre et elle dit l'espoir, comme si elle n'y avait pas pensé. Alors, là, Sandman, il la regarde un peu avec des larmes aux yeux d'espoir. Il dit, alors, porteur de lumière, astre du matin, à toi de jouer. Qu'est-ce qui peut tuer l'espoir? Et là, elle dit, rendez-lui son casque. Encore une fois, on se dit, là, elle dit, rendez-lui son casque, on se dit, Lucifer fair-play. Bah, c'est un peu bizarre, l'air de rien. Mais bon, on accepte sur le moment, parce que c'est assez rapide. Voilà, on comprend après, parce que finalement, une servante de Lucifer va s'en prendre au démon, parce qu'il veut pas rendre le casque, donc elle va le balancer du haut du balcon. Et là, Sandman va se tourner vers Lucifer une fois que la servante va lui rendre son casque, et il va dire, la reine de l'enfer a de l'honneur, je ne l'oublierai pas. Et là, Lucifer, elle fait une genre de grimace, t'as l'impression justement qu'elle est dans un moment honorifique où elle accepte sa défaite très humblement en fait. Et pas du tout, hein. Quand il dit ça, d'un coup elle change et elle fait honneur. Elle dit, ça doit être une plaisanterie. Et puis elle vient, et donc c'est encore une surprise de Lucifer, elle vient, elle dit, des milliards de seigneurs de l'enfer sont venus ici jusqu'à toi. Et puis après, elle dit, pourquoi te laisserions-nous partir? Et là, on se dit, oh le piège, il a gagné le jeu, mais elle va pas le laisser partir. Et donc encore un piège de Lucifer. Elle dit, finalement, avec ou sans masque, tu n'as aucun pouvoir ici. Elle dit, les rêves n'ont pas de pouvoir en enfer. Et là, Sandman, il la regarde et il dit, tu dis que je n'ai pas de pouvoir ici. Peut-être que tu dis vrai. Et là, c'est vraiment magnifique ce qu'il dit. C'est comme la scène avant, presque du même niveau, pas du même niveau, mais presque. Il dit, tu dis que je n'ai pas de pouvoir ici. Peut-être que tu dis vrai, mais que les rêves n'ont pas de pouvoir en enfer. Il dit, quel pouvoir aurait l'enfer si ceux qui sont prisonniers ne pouvaient rêver du paradis? Et là, boum, deuxième fois que le visage de Lucifer s'effondre, elle sanglote un peu même, parce que là, elle sent que c'est foutu. Alors, elle le regarde et elle dit, un jour, Morpheus, nous devrons te détruire. Et là, lui, il répond, alors, nous nous reverrons. Et elle le laisse partir. Pourquoi elle le laisse partir? Je vais vous expliquer cette scène. Les démons en enfer, en fait, il faut comprendre qu'ils sont dans une illusion. D'accord? L'enfer, c'est une illusion qu'on entretient. Et c'est pour ça qu'on y reste. Et donc, les démons, ils entretiennent ces illusions qui les font rester en enfer. S'ils se rendaient compte qu'ils étaient en enfer, ils essaieraient de s'évader. Voilà, ils donneraient tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir partir. Mais c'est parce qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte qu'ils restent. Et donc, les barrières, elles sont ici. Et c'est ce que Sandman dit à Lucifer. En gros, il dit, tu as besoin de moi pour entretenir ton royaume, parce que sans moi, tout le monde se casse. Voilà. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Donc, elle est obligée de le laisser partir. Alors, au niveau philosophique, évidemment, c'est l'antivie combattue par l'espoir. Parce qu'en fait, quand on regarde le Big Bang, et ça, ce sont de vraies théories scientifiques. Et là, je viens aux vraies théories scientifiques. Il y a la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, elle n'est pas vérifiée, hein, parce qu'on ne s'est pas remonté derrière le mur de Planck. Mais bon, c'est comment dire, au niveau spéculatif, au niveau probabiliste, si on remonte comme ça dans le temps
et qu'on voit chronologiquement en arrière ce qui se passe dans le temps, la suite logique, c'est le Big Bang, d'accord? Mais on l'a pas vu. Voilà. Et il y a d'autres théories maintenant, c'est-à-dire il y a une théorie du rebond, donc qui est alternance entre Big Bang et Big Crunch. Le Big Crunch, on en parle dans le film Mister Nobody. Si vous voulez, il y a eu le Big Bang, donc c'est une genre d'explosion qui permet, qui a une certaine énergie cinétique. Et si vous voulez, les trous noirs, ils sont plutôt, enfin, c'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps, mais si vous voulez, la masse déforme l'espace-temps et ça génère une force, en fait. Et donc il y a la force, entre guillemets, gravitationnelle qu'il y a dans les trous noirs à cause de l'hyperdensité des particules. Et ça, en fait, quand une étoile assez massive s'effondre sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fait son temps de vie, elle se transforme en trou noir. Donc, si on va dans la suite logique de ça, il y a une expansion de l'univers, mais cette expansion ne sera pas infinie, puisqu'à un moment donné, des étoiles vont mourir de plus en plus, et elles vont de plus en plus se transformer en trous noirs, et donc c'est plutôt la gravité qui va ramener tout vers un certain centre, et donc voilà, il y aura le Big Crunch, c'est-à-dire la rétractation de l'univers. Donc ça, c'est une vraie théorie qui est exposée dans Mister Nobody, et qu'on retrouve quand Lucifer parle de l'antivie, la bête du jugement dernier, l'obscurité a fait toute chose. Et là, ce que amène en plus le personnage principal, c'est qu'il y a une intentionnalité apparemment dans une direction. C'est-à-dire que l'univers, il a pris une direction quand il est rentré en expansion. Et si on remonte vraiment très loin, il y a une genre d'intentionnalité métaphysique qui amène à prendre une direction. Et donc lui, quand il dit l'espoir, ça veut dire ce n'est pas fini. S'il y a une intentionnalité, ça peut revenir. Et c'est pour ça qu'il fait une sorte de renaissance, alors qu'il a l'antivie en lui. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce moment, c'est que l'antivie, elle est en lui, c'est pour ça que c'est terrible, il est à l'agonie. D'accord? Et le message philosophique à tirer de ce moment-là, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. D'ailleurs, Dante, qui s'est intéressé à l'enfer, un des seuls à avoir créé toute une mythologie autour de l'enfer, avoir écrit là-dessus, enfin le plus connu en tout cas, il a écrit « Vous qui entrez ici perdez toute espérance ». Ça veut tout dire, ça veut dire en enfer, il n'y a pas d'espoir. Alors, certaines personnes veulent me dire, dans la vie de tous les jours, on voit bien que quand on espère dans une mauvaise direction, ça nous est beaucoup plus coûteux que l'inverse. Et en fait, non. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la manipulation fait passer le désespoir pour de l'espoir. C'est du désespoir maquillé. Le vrai espoir ne fait pas cet effet. C'est du faux espoir. Comme l'optimisme. Il y a des gens, ils vous font croire qu'ils sont optimistes, mais s'ils étaient optimistes, ils croiraient en la grandeur et en la grande valeur de l'humanité. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'ils sont finalement déçus, désespérés, et ils maquillent ce désespoir et ils font croire que c'est de l'espoir, mais c'est pas de l'espoir. Donc, c'est très important ce que je vais vous dire ici, c'est la leçon de ce passage, c'est ne perdez jamais espoir. Jamais espoir. Parce que ça, c'est vraiment le début de la fin. Jamais perdre espoir. Ça, c'est obligatoire. C'est comme ici sur ma casquette, il est mis... Elle est à l'envers ici à cause de la caméra retournée, mais il est mis failure is not an option, c'est-à-dire l'échec n'est pas une option. Si, moi je trouve que l'échec est une option. On peut échouer autant de fois qu'on veut. Par contre, le désespoir n'est pas une option. Voilà, ça c'est pas une option. Si vous faites ça, voilà, vous vous condamnez à aller dans un royaume que vous allez regretter. Voilà. Donc et à la fin, pour en terminer avec Lucifer, elle est très en colère des deux humiliations qu'elle a subies sur la même interaction quand il s'en va, et donc elle prépare une sorte de vengeance. Elle veut conquérir le monde éveillé, le monde des rêves, avec tous ces seigneurs de l'enfer. Voilà. Donc là, je vous ai clairement spoilé. Aujourd'hui, il y a un 11e épisode qui est sorti. Je ne l'ai pas encore regardé, mais bon, ça c'est dans le 10e. Voilà. Alors, d'autres scènes très importantes par rapport au personnage principal, c'est-à-dire par rapport au rêve, au cauchemar. Il y a un gars qui va obtenir le rubis. Et le rubis, il a des pouvoirs aussi, et ça appartient à Sandman. Et ce gars, il va utiliser ce rubis, donc je ne vais pas expliquer pourquoi il a le rubis, et qui c'est, tout. Voilà, sinon ça va être trop long, je suis déjà à 24 minutes. Donc, en fait, il a le rubis,
Et il va utiliser ce rubis parce qu'il trouve que les gens sont malhonnêtes. Ils mentent trop, en fait, dans la vie. Et il pense que si les gens étaient plus honnêtes, et il confond l'honnêteté et la franchise, parce que ça, j'avais déjà expliqué philosophiquement il y a longtemps, la franchise, ce n'est pas l'honnêteté. Dans l'honnêteté, il y a une forme de bienveillance. C'est-à-dire que l'honnêteté, pour moi, est au juste milieu entre la franchise et l'hypocrisie, et c'est savoir lequel sortir quand il faut. Mais la franchise, elle n'a pas du tout d'hypocrisie en elle, et justement, parfois, il en faut. L'hypocrisie, ça sert à adoucir. Enfin, je l'avais déjà expliqué dans de précédentes vidéos. Mais bref, lui, il a cette vision que si tout le monde est franc, pas honnête, mais franc, eh ben, le monde ira mieux, en fait. Donc, tout ce qu'on a dans la tête doit aller à l'extérieur. Et grâce au rubis, il va faire ça. Et en fait, ça va finir super mal. Je vous invite à voir l'épisode, je vous laisse le suspense, mais ça va finir très très mal. Et Sandman va le rencontrer, parce qu'il fait ça pendant l'absence de Sandman. Mais quand Sandman le rencontre, il lui explique en fait, il dit « Ce que tu vois comme des mensonges, ce sont en fait des rêves. » Et il dit « Si tu supprimes les rêves, alors l'humanité devient ce que tu as vu. » Parce qu'il ne rêve plus. Et donc, encore une fois, là, ils entrent dans le désespoir, et c'est la scène à laquelle on assiste à la fin de cet épisode. Et j'ai adoré, en fait, cette nuance entre mensonge et rêve, que j'avais faite il y a longtemps, en plus aussi. J'avais dit mensa somnium, ça voulait dire rêverie de l'esprit, et ça donne mensonge. Et voilà, il y a cette scène-là, mais j'adore comme il lui explique, comme il lui dit que les gens ont besoin de rêver, et qu'il ne faut pas voir que le côté négatif. Quand on parle de mensonge, c'est souvent connoté péjorativement, et on oublie le côté positif qui est le rêve derrière, et ça permet d'adoucir et de relativiser, parce que soi-même aussi, on peut avoir des rêves. Voilà, alors, dernière partie pour moi qui est très intéressante au niveau philosophique, c'est évidemment le vortex. Le vortex, c'est un humain qui apparaît tous les X temps dans l'existence et qui a des pouvoirs surhumains qui sont similaires à ceux de Sandman, c'est-à-dire que cet humain peut contrôler les rêves et les cauchemars. Et là, pour le coup, ben, ça va créer un problème parce que la fille en question va briser les murs qui existent entre les rêves et la réalité, c'est-à-dire entre la métaphysique et la physique, et ça va créer une confusion destructrice. Parce qu'en fait, pendant son absence, pendant l'absence de Sandman, parce qu'il a été absent, il a été enfermé, etc., donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il a été absent pendant presque un siècle de ses fonctions, et donc son royaume, entre guillemets, s'est désagrégé. Certains rêves et cauchemars ont voulu s'enfuir, et il y a un cauchemar qui s'est enfui, et ce cauchemar-là s'appelle le Corinthien, et le Corinthien, il va vouloir utiliser cette fille-là pour ne pas que son maître, entre guillemets, vienne le récupérer, et qu'il ne foute pas la merde dans le monde réel. Et il veut qu'elle brise justement les murs pour que lui perde de son pouvoir. Ou alors créer un genre de monde anarchique où lui et elle seraient chefs et que Sandman ne puisse plus gérer ce monde anarchique. Mais ce mec-là, bon voilà, comme ça au cauchemar, dans la réalité, il fait des horreurs. Et cette fille va assister à ces horreurs parce qu'elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle va dans le monde des rêves quand elle dort, et quand elle est humaine, elle provoque un peu des choses, mais c'est le début. Elle n'est pas à la fin de son pouvoir, on va dire. Enfin, elle ne le maîtrise pas encore. Et donc, ben, elle va décider de laisser les murs. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est les nuances aussi dans cette série, parce qu'il n'y a pas que héros et anti-héros. Par exemple, on est touché par les anti-héros, même par le Corinthien, parce qu'il y a plusieurs anti-héros. On est touché par tous, parce qu'on comprend leurs raisons personnelles et les ressentis qu'ils ont, parce qu'il y a des dialogues qui expliquent ça. Et alors, on est touché par eux, et finalement, on ne veut pas que Sandman s'en prenne trop à eux, en fait, même s'il a envie de le faire, enfin, pas qu'il a envie, pardon, justement, mais qu'il doit le faire. Il n'a pas envie du tout, il ne fonctionne pas l'envie, il doit le faire. Et même s'il doit le faire, nous, on n'a pas envie, c'est ça que je veux dire. On n'a pas envie qu'il le fasse, parce qu'on s'est un peu attaché aux anti-héros. Et on se détache un peu de lui, parce que lui-même a un genre d'aspect qui peut être parfois cruel, parce que quand il doit faire quelque chose, il va le faire. Et il est mis face à des dilemmes qui le mettent dos au mur. Par exemple, par rapport au vortex, ben, la fille, il est obligé, dans la conception du monde tel qu'il est, de devoir la supprimer, parce que si jamais le vortex prend trop de pouvoir, il va briser le mur entre la métaphysique et la physique, et donc ça risque de créer une catastrophe et de détruire le monde entier. Donc il doit choisir entre détruire cette fille ou laisser détruire le monde. Et c'est un sale dilemme, parce que la fille, on se prend d'affection pour elle, puisqu'on va l'accompagner à un petit moment dans la série,
et on n'a pas envie qu'ils la détruisent. Et il va y avoir une genre de solution. Elle a une arrière-grand-mère qui aurait dû elle-même être le vortex, mais finalement ça a été transféré à elle, ce qui a créé un genre de bug dans l'interaction des mondes. Et en fait, c'est de la faute d'un autre infini qui s'appelle Désir, qui ressemble un peu à Coco Chanel, je pense que c'est inspiré de ça, et qui est voilà, qui gère le royaume du désir. Et en fait, Désir a couché avec un humain qui est notamment l'arrière-grand-mère de la fille. Et Sandman se rend compte quand elle dit il avait des yeux dorés. Direct, il comprend. Il sait de qui il parle quand elle dit ça. Et alors, il va y avoir une transfert de vortex et on va avoir un cœur avec une tempête dedans, à l'intérieur. C'est ça qui représente le vortex. Et l'arrière-grand-mère va reprendre ce cœur et elle va décéder dans la réalité, elle va rester dans le monde des rêves. Et là, on voit bien que Sandman, il n'a pas un mauvais fond. Parce que quelqu'un qui a un mauvais fond, il attaque gratuitement, on va dire, ou il attaque pour son ego ou pour des intérêts personnels. Et là, on voit bien que c'était pas pour son intérêt personnel, c'était pour sauver le monde. Donc, une fois que c'est fait et que le vortex est parti, il dit à la fille, tu as assez souffert, tu as assez souffert, va en paix maintenant. Puis il dit adieu, Rose Walker. Et il la laisse partir. Pourquoi il s'en prendra à elle, puisque le problème est résolu, il n'y a plus de vortex, il n'y a plus de risque de fin du monde. Et donc voilà, c'est ça qui est important de voir aussi au niveau du contenu philosophique de la série. Comme vous voyez, c'est très très riche. C'est magnifique, c'est une série magnifique. Moi, elle m'a bouleversé pour les 3 parties que je vais vous expliquer. Et parce que moi aussi, je me suis penché très longtemps dans ma vie sur les plus grands problèmes philosophiques. Et les retrouver ainsi, sublimés par l'art, je trouve ça magnifique. Voilà, donc moi, la critique qui a été négative par rapport à cette série, je suis pas trop d'accord avec. Moi, personnellement, si on me demande s'il faut faire une saison 2, pour d'autres séries, j'aurais dit non. Mais pour celle-ci, je dirais clairement oui. Je dirais, je suis sûr que cette série va avoir un succès, c'est déjà le cas, mais je suis sûr que ça va être le cas. Et peut-être qu'il y aurait une correction au niveau de la saison 2 par rapport au moment monotone, parce que c'est quand même fait pour le téléspectateur. Même si je comprends l'intention qui est faite par les auteurs de vouloir bien faire cette distinction entre la monotonie et puis le rêve qui procure de l'adrénaline, autant dans le cauchemar que dans l'enthousiasme. Donc voilà. Et je terminerai par un résumé des messages, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre espoir, même si on vit des moments très douloureux dans sa vie et qu'on se dit que tout est foutu et tout ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette phrase n'a pas été inventée pour rien. Et il faudrait retrouver la phrase, au lieu de dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut dire tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Voilà, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Perdez pas espoir si vous vivez des moments très douloureux. J'ai vu que Stromae avait écrit un morceau qui s'appelle L'Enfer, justement, qui correspond à ça. Et ça a été magnifique parce que il y a eu 34 000 appels au suicide. Alors je dis pas que 34 000 personnes allaient se suicider, mais elles avaient des idées noires. Et il a peut-être